messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de la RTD. Voici les titres de ce journal. L'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui une tournée pour l'affectation de 150 postes budgétaires pour les jeunes en situation de handicap. Et le procureur de la Cour pénale internationale requiert des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Le président Anguélé exprime ses condoléances attristées au peuple frère iranien. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a fait état de sa compassion et soutien au peuple frère iranien suite à la disparition tragique survenue hier dans un crash d'hélicoptère du président Ebrahim Raisi. Cette manifestation de solidarité du chef de l'État est intervenue dans un message de condoléances transmis au nouveau président par intérim de la République islamique d'Iran. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur iranienne, a écrit le président de la République. Feu, le président Raisi aura indubitablement marqué de son empreinte l'histoire contemporaine pour son engagement constant en faveur des droits à la dignité et à la liberté du peuple frère palestinien. Notez également le chef de l'État réitérant sa foi en la capacité de la nation sœur iranienne à surmonter rapidement cette épreuve difficile. Et le président Ebrahim Raisi est décédé dans un accident d'hélicoptère survenu hier dans une zone montagneuse. L'agence officielle IRNA a assuré que cet événement n'allait pas entraîner la moindre perturbation dans l'administration du pays. Le gouvernement a tenu ce lundi une réunion d'urgence, c'est ce qu'a indiqué l'agence officielle IRNA. Les secours iraniens ont récupéré les dépouilles du président iranien et des 8 autres passagers de l'hélicoptère. L'accident a été provoqué par les mauvaises conditions météorologiques qui ont par ailleurs compliqué les efforts de recherche selon la presse officielle à Téhéran. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, s'est tenu aujourd'hui un atelier de formation sur le leadership féminin. L'atelier a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Les objectifs de cet atelier étaient diversifiés, incluant le renforcement du leadership politique féminin et la préparation des femmes à des postes de leadership équilibrés dans toutes les structures politiques. À l'issue des échanges et débats, l'atelier a permis de dégager des recommandations qui éclairent les stratégies à adopter pour promouvoir le leadership féminin et renforcer l'égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine politique. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a souligné l'engagement vigoureux pour le renforcement de la promotion des parlementaires femmes à des postes de premier plan. Il a rappelé que depuis son arrivée à la présidence au Parlement, il a accordé une meilleure exposition aux femmes parlementaires au sein de la représentation nationale. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a mis en exergue les progrès réalisés dans la promotion des femmes dans la sphère publique et la volonté du chef de l'État qui montre une détermination constante à intégrer les femmes dans la gestion des affaires de l'État et à leur confier d'importantes responsabilités politiques et électives. Honorables députés, je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier car en tant que parlementaire, vous représentez non seulement la voix de vos électeurs, mais aussi les aspirations et les espoirs des femmes et des filles de Djibouti, à la promotion desquelles travaille le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD dans le cadre des choix nationaux tracés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La présence des femmes dans ce Parlement est une source d'inspiration et un symbole du progrès accompli vers une société plus juste, plus équitable. Si nous sommes réunis aujourd'hui ici, c'est bien parce que nous partageons une conviction, celle que le leadership féminin est non seulement essentiel, mais aussi incontournable pour la construction d'une société plus équitable et plus prospère. Monsieur le Président, honorables parlementaires, distingués invités, malgré le progrès réalisé ces dernières années, nous restons encore sur nos fins concernant la représentation des femmes dans la sphère politique. Selon les données de l'Union interparlementaire en 2023, les femmes représentaient seulement 26% du Parlement au niveau mondial. Concernant notre pays, beaucoup de progrès ont été réalisés
Et ça, selon la volonté du chef de l'État et de la Première Dame, qui n'ont ménagé aucun effort pour que le siège au Parlement des femmes occupe 26% aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes au même chiffre que le chiffre mondial. Donc, alhamdoulilah rabbil alamin, c'est vraiment quelque chose qu'on doit louer. Ce chiffre montre une amélioration par rapport aux années précédentes, mais il souligne également la nécessité de redoubler d'efforts pour parvenir à une représentation équitable. L'atelier d'aujourd'hui marque une étape significative dans notre engagement commun pour renforcer la représentation et l'influence des femmes dans la sphère politique et publique. C'est aussi une occasion unique pour renforcer vos compétences en leadership, de partager vos expériences et d'apprendre les uns des autres concernant ce domaine. Vous êtes appelés à explorer ensemble des thèmes variés, allant de la communication efficace et la négociation, à la gestion des crises, à l'innovation en politique publique. Ces compétences sont cruciales pour vous afin de relever avec aisance la nécessité des défis complexes auxquels vous faites face dans votre rôle respectif. Et pour sa part, le président du Parlement d'État, Mohamed Deleta, a souligné l'importance de cet atelier, indiquant qu'il s'inscrit dans le cadre des efforts continus impulsés par le chef de l'État pour renforcer le leadership féminin dans les politiques publiques du pays. On l'écoute. Une réelle satisfaction de voir des parlementaires aussi mobilisés et réunis en nombre pour participer à ce genre de rendez-vous, des formations, d'autant qu'il s'agit d'une séance de renforcement des capacités en matière de leadership féminin. Avant d'introduire le sujet de notre atelier, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos invités et de les remercier. En votre nom et en mon nom propre, pour leur présence parmi nous et pour leur contribution attendue. Madame la ministre, durant cette assise, vous allez vous pencher sur une thématique importante intitulée « Le renforcement du leadership féminin ». Comme nous le savons, les voies et moyens de renforcer le leadership féminin marquent les politiques publiques ces dernières années. La raison n'échappe à personne et tient au simple constat que la femme compose plus de la moitié de toute la société. Et il est loin des temps où l'ignorance et les mentalités rétrogrades réservaient une place marginale pour les contributions concitoyennes. Aujourd'hui, la femme tient une place qu'elle tend quotidiennement à les mériter par la force des initiatives, des efforts constructifs dont où les bénéficiaires seraient sa propre personne, mais aussi des membres de la famille, du cercle du travail, de l'organisation au sein de laquelle elle œuvre. Le nombre de mesures incitatives pour le renforcement du leadership féminin, le cours de l'atelier s'y attardera sans doute et conséquent. Et à chaque fois, comme le rappelle si pertinemment le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Mme Marguerite, la femme djiboutienne fait honneur à son rôle de vecteur de développement durable. Je vous le disais en titre, la NPH organise une tournée pour l'affectation de 150 postes budgétaires pour les jeunes en situation de handicap. Dans le cadre de la promotion de l'emploi des personnes handicapées, l'Agence nationale pour la promotion des handicapés, la NPH, a organisé aujourd'hui une tournée dans différents ministères. L'objectif de cette initiative est l'affectation de 150 postes budgétaires destinés aux jeunes en situation de handicap. La tournée a débuté au ministère de l'Agriculture avant de se poursuivre dans les ministères de la Santé, de l'Éducation, de la Communication et de l'Énergie. Cette démarche vise à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées et à promouvoir davantage de parité dans tous les secteurs professionnels. Le directeur général de la NPH s'engage fermement à offrir plus d'opportunités aux personnes ayant des besoins spéciaux, quels que soient les milieux professionnels concernés. Cette initiative témoigne de l'engagement de la NPH à renforcer l'inclusion et à garantir des chances égales à tous. À Djibouti, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2010 et a fait de la question du handicap une priorité nationale. Depuis ces 5 dernières années, le gouvernement djiboutien est pleinement mobilisé pour améliorer la vie et l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Cette volonté d'inclusion s'est notamment manifestée avec la création en 2018 de la NPH et la promulgation de la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux. Ces politiques ont été décisives et ont marqué un jalon important dans le processus d'inclusion des personnes handicapées dans le pays. Le directeur général de la NPH a indiqué dans son intervention que son établissement s'engage fermement à offrir plus d'opportunités aux personnes ayant des besoins spéciaux, quels que soient les milieux professionnels concernés. Il a rappelé la vision de la NPH qui est que chaque personne handicapée vivant à Djibouti puisse bénéficier d'une éducation adaptée, d'un emploi décent et de l'accès à une offre de soins de santé de qualité. La mission de la NPH est de contribuer, a-t-il dit, à une meilleure insertion des personnes handicapées dans la société djiboutienne à travers la promotion et le plaidoyer pour leurs droits. Les valeurs prônées par la NPH sont, a-t-il mis en exergue, l'engagement, la détermination, l'accessibilité et l'humanisme. Le ministre de la Communication a pour sa part indiqué que cette initiative démontre que les conjoints de tous les partenaires dans la promotion et la protection des droits des personnes à besoins spécifiques peuvent aboutir à un véritable changement et peuvent contribuer au développement inclusif, équitable et durable d'une société djiboutienne résiliente pour tous. C'est pourquoi le ministère de la Communication continuera, a-t-il dit, de poursuivre son appui à la NPH en vue de l'opérationnalisation de son plan d'action afin que chaque personne à besoin spécifique puisse jouir de l'égalité des droits et des chances de participer au développement de Djibouti. Un enthousiasme donc partagé par le ministre de l'Énergie qui a réitéré l'appui de son département pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées à Djibouti. Pour concrétiser ses ambitions et mieux comprendre les obstacles environnementaux qui peuvent affecter la pleine intégration sociale des personnes à besoins spéciaux de notre pays, il s'avère, a-t-il dit, nécessaire à l'ANPH à mener une enquête qui lui permet d'avoir une base de données fiable sur le nombre et les situations socio-économiques des citoyens handicapés. Et quant au ministre de l'Agriculture, il a souligné l'importance de la problématique de l'handicap au gouvernement. Elle est au cœur de nos priorités, a-t-il déclaré. Les Djiboutiens vivant avec un handicap sont considérés depuis ces dernières années comme des citoyens à part entière. En effet, depuis la ratification en janvier 2010 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, il a été créé à Djibouti en juin 2018 une agence en charge de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale. Le ministre de la Santé a quant à lui accueilli cette initiative qui a pour but de mieux assurer l'intégration sociale, la protection et l'épanouissement des personnes handicapées en tant que citoyens, que l'ANPH, structure exclusivement dédiée à l'amélioration et des conditions de vie des personnes handicapées, a été créée. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a félicité le directeur de l'ANPH qui collabore avec les différents ministères, renforce le respect d'un ensemble des droits fondamentaux couvrant les principaux aspects de la vie des personnes handicapées afin de favoriser la construction d'une société plus active. Et je vous le disais à l'instant, le ministre de la Santé a accueilli cette initiative qui a pour but, a-t-il dit, de mieux assurer l'intégration sociale, la protection et l'épanouissement des personnes handicapées en tant que citoyens. Le troisième contingent de pèlerins djiboutiens s'est envolé dans l'après-midi d'hier depuis l'aéroport international d'Ambouli à destination des lieux saints de l'islam, l'Arabie saoudite, pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Composé de 130 personnes, ce troisième groupe de pèlerins a accompli les formalités d'usage dans de très bonnes conditions avant d'embarquer à bord d'un appareil de la compagnie Dalo Airlines. Les pèlerins ont été salués à l'aéroport par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Mohamed Hassan Barre, entouré de ses proches collaborateurs. Il convient de noter que le ministère des Affaires musulmanes a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux pèlerins djiboutiens d'accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions, y compris la formation de la mission officielle du Hajj. Au total, quelques 1400 Djiboutiens sont appelés à effectuer cette année
leur pèlerinage sur les lieux saints de l'islam, en l'occurrence Mecca et Médine. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam et revêt une importance capitale dans la vie d'un musulman. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله الحمد لله ثناء لله صلاة. Et dans une interview accordée à notre équipe sur place, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf a adressé ses chaleureuses félicitations aux pèlerins djiboutiens. Il a souligné que son département a pris toutes les dispositions pour que nos pèlerins accomplissent leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions. Et justement, les pèlerins djiboutiens continuent d'arriver en Terre Sainte pour accomplir le Hajj cette année. Les pèlerins arrivent par vol direct à Médine et s'acquitteront de leur devoir religieux, le Hajj, qui constitue le 5e pilier de l'islam. Au total, 1400 djiboutiens effectueront cette année le pèlerinage et c'est la compagnie d'Al Airlines qui a assuré cette année le transport de tous les pèlerins djiboutiens à destination des lieux saints de l'islam. Le ministère des Affaires musulmanes, des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, en collaboration avec les autorités aéroportuaires, a mis en œuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils se rendront afin d'accomplir leurs devoirs religieux. Et c'est dans cette optique qu'un comité de pèlerinage a été mis en place pour le bon déroulement du Hajj de cette année, du départ des pèlerins jusqu'à leur retour à Djibouti. Et le moment fort de leurs activités de pèlerinage sera certainement l'ascension du mont Arafat. À cette étape décisive, comme à toutes les autres activités qu'implique le Hajj, nos pèlerins vont y être préparés grâce au concours de comité d'organisation qui comprend entre autres des ulama. Les membres de ce comité sont désignés chaque année par le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Waqf et ils ont pour mission de prendre toutes les dispositions pour que nos pèlerins accomplissent leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions. Et maintenant, dans notre grand format, voici un reportage sur les efforts fournis par le ministère des Affaires musulmanes et ce, afin de faciliter tout pour les pèlerins de cette année. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا Le pèlerinage représente l'une des piliers fondamentaux de l'islam, offrant une opportunité de renouvellement du pacte avec Dieu, de renforcement de la foi et de la piété, mais aussi de la réalisation de l'unité et de la solidarité islamique. Ces grands congrès religieux contribuent également à construire des ponts et des compréhensions et des fraternités entre 2 milliards de musulmans. Au moins, 1400 pèlerins de la République de Djibouti accomplissent ces devoirs religieux qui incombent à tous les musulmans une fois dans sa vie si l'on a le moyen. Pour garantir un environnement propice et les services nécessaires aux pèlerins djiboutiens afin qu'ils accomplissent le Hajj avec facilité, le ministère des Affaires islamiques et des Biens Waqf déploie des efforts considérables éclairés par le directive du ministre Momin Hassan Barry. Le ministère travaille en collaboration avec d'autres ministères concernés pour assurer les conforts, la santé et la sécurité de pèlerins, que ce soit à Médine ou à la Mecque. Après le tirage au sort et l'inscription de pèlerins sélectionnés, le ministère organise des sessions de sensibilisation pour guider le pèlerin sur la manière correcte d'accomplir le rite du Hajj. Cela comprend des instructions sur la visite du Kaaba, le tawaf entre Safa et Marwa, la lapidation des stèles, le séjour à Arafat et d'autres obligations. Le ulama encourage le pèlerin à respecter les nobles valeurs morales de l'islam telles que l'humilité, la tolérance, la bienveillance dans leur interaction avec autrui et à éviter les conflits et les problèmes.
Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a mis en évidence l'effort déployé par l'État afin de créer des conditions optimales pour les pèlerins et l'importance du rôle de la mission djiboutienne, le Hajj, composée entre autres des savants et des médecins, ainsi que des équipes dédiées à l'assistance des pèlerins et à la résolution des obstacles éventuels rencontrés lors de leur pèlerinage. M. Moumin Hassan Barre a également encouragé les pèlerins djiboutiens à représenter dignement leur pays. Il les a exhortés en ces termes: vous êtes les ambassadeurs de Djibouti. Soyez des exemples de patience, de solidarité et d'entraide en offrant votre aide aux femmes et aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et au cours de cette session de sensibilisation, le médecin met en lumière l'importance de la sécurité et de la santé pendant le Hajj en insistant sur la prévention des maladies et de blessures, le maintien de l'hygiène personnelle et le respect des consignes sanitaires. Lors de son intervention, Dr Fathia Hussein Ousmane a mis en avant l'importance cruciale des conseils médicaux pour le pèlerin, soulignant qu'ils visent à assurer leur sécurité et à les préserver des maladies et des problèmes de santé qui pourraient survenir lors de l'exécution du rituel du Hajj. Il est important de souligner que le pèlerin souffrant des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou le diabète doivent prendre régulièrement leurs médicaments et suivre des recommandations de leur médecin affirmé. Enfin, elle a profité de cette occasion pour encourager le nouveau pèlerin à se munir de médicaments nécessaires pour une période de 10 mois ainsi qu'à augmenter leur consommation d'eau pendant le Hajj en raison de températures élevées au Royaume d'Arabie Saoudite à cette saison. La mission du Hajj djiboutienne assume également un rôle central en fournissant un soutien complet aux pèlerins, garantissant ainsi l'accomplissement sécurisé et fidèle du Hajj conformément au processus de l'islam. En plus d'offrir des services de santé incluant des soins médicaux, le premier secours et des soins généraux, la mission sensibilise le pèlerin sur la manière correcte d'accomplir chaque rituel du Hajj. Et il convient de mentionner que le rituel du Hajj requiert davantage de patience, d'humilité, de tolérance et de sacrifices, renforçant ainsi les valeurs de foi et d'éthique noble et approfondissant l'esprit islamique. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Toujours dans la continuité de l'atelier métropolitain de Djibouti, la deuxième journée de l'atelier a débuté tôt ce matin par le cadrage méthodologique du processus d'élaboration de projets métropolitains à travers les visions, les cadres de cohérence, stratégies et tactiques des modes de développement urbain et socio-économique. Des démarches de projets métropolitains ont été présentées à partir des cas concrets pour mettre en partage les processus des projets à l'œuvre qui, bien sûr, le passage de la vision politique à la dimension stratégique. L'objectif recherché est, entre autres, de partager certaines bonnes pratiques dans les processus de projets territoriaux et de donner des références d'actions métropolitains eu égard aux grandes injonctions écologiques, sociales et économiques. Notons également que suite aux présentations de cas d'études concrets, les chercheurs de l'Université de Djibouti ont présenté le contexte et les enjeux de la résilience urbaine à Djibouti. Force est de constater qu'à Djibouti, la perspective d'une résilience territoriale imposée, une prise en considération de l'évolution climatique et les risques liés. Pour cette deuxième journée, nous avons deux grandes parties. Une première partie qui est une proposition pour une méthodologie de planification aujourd'hui territoriale. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus confrontés à des enjeux majeurs, à des injonctions majeures comme le changement climatique, mais aussi la cohésion sociale et territoriale. Et nous devons nous adapter aux risques, aux évolutions, aux événements qui se passent. Pourquoi c'est un impératif que la ville et la métropole, plus généralement de Djibouti, soient résilientes? Et la deuxième partie, ça sera comment
la métropole de Djibouti peut-elle être résiliente, en interrogeant à la fois ce qui fera avancer la métropole de Djibouti vers une ville résiliente, et quels seront les freins, ou quels sont déjà les freins pour avancer vers cette résilience de la métropole de Djibouti. Hier, à l'Institut français de Djibouti a été organisée une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la francophonie 2024, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Organisation internationale de la francophonie, l'ambassade de France et l'Institut français de Djibouti. Cette cérémonie a mis en lumière l'importance de la langue française et de la culture francophone à Djibouti. L'objectif de cette cérémonie était de célébrer et de récompenser les élèves des écoles primaires, des collèges, des lycées ainsi que des seniors pour leur réussite aux différents concours littéraires. Elle visait également à affirmer l'appartenance de Djibouti au monde francophone à travers les activités de promotion de la maîtrise de la langue française. La soirée a débuté par les discours d'ouverture. Le directeur de l'Institut français de Djibouti a souligné l'importance de la francophonie pour le dialogue interculturel et la paix. Saluons les lauréats pour leur passion pour le français. Ensuite, l'ambassadrice de France a mis en avant la richesse de la langue française, sa diversité culturelle. Puis, la directrice de l'OIF pour l'enseignement et l'apprentissage du français a rendu hommage à Bernard Pivot et à son influence sur la promotion de la lecture et du français. Et enfin, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir le français dans le système éducatif djiboutien et à encourager les étudiants à s'engager davantage dans l'apprentissage du français. Il a rappelé que cette soirée a été également agrémentée de performances artistiques mettant en valeur la diversité culturelle de notre pays avec des représentations musicales, des danses modernes, du théâtre en français et des sketchs humoristiques sur l'importance de la lecture. Un spot vidéo a également retracé les activités de la francophonie à Djibouti, mettant en lumière les activités littéraires réalisées pour promouvoir la langue française et le sport. Et le moment fort de la soirée a été la cérémonie de remise des prix, un moment inoubliable pour les lauréats. Cette cérémonie de remise de prix a célébré les exploits des élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées, ainsi que des seniors qui ont démontré une maîtrise exceptionnelle de l'orthographe, de la grammaire et de la langue française lors de la dictée de la francophonie junior. Et je le disais à l'instant, l'ambassadrice de France à Djibouti a rendu hommage à Bernard Pivot, une figure emblématique, je vais y arriver, de la langue française et de la culture littéraire, soulignant son influence dans la promotion de la lecture et de la langue française. Et quant à la directrice de l'Organisation internationale de la francophonie, elle a mis en évidence les initiatives de l'OIF visant à promouvoir l'apprentissage du français. On les écoute. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, je me souviens quand je faisais des dictées, j'étais toujours un peu angoissée à l'idée de la perfection. Et j'ai commencé à avoir des bons résultats quand j'ai commencé à me dire c'est pas grave, au fond, au pire, si je réussis pas dans mes dictées, je vais apprendre quelques mots nouveaux. Donc pour ça, j'étais très contente d'en faire. Et je pense que vous avez fait tous un très très beau travail. Donc certains d'entre vous vont être récompensés ce soir, mais nous savons tous que pour arriver à réussir une dictée, tout ça, ça passe par l'engagement de nos enseignants. C'est à eux, à leur talent, que nous devons notre amour de l'écriture. Et ça commence par une dictée, mais ça peut finir par un roman. Donc, continuez d'écrire, continuez de faire un peu la compétition, parce que ça stimule quand même. Mais continuez d'écrire pour vous aussi. C'est une façon de ne jamais oublier la magie des mots et tous les instants agréables qu'on peut partager. Donc j'espère que grâce à vous, on continuera toute l'année. Et avec Madame la directrice du CREFA, nous pourrons faire quelques sorties sur le territoire. Comme ça, on fera de la compétition en matière de dictée. Toutes les deux contre les classes de toutes les écoles primaires de Djibouti. On a une année pour faire le tour. Mais mettez-nous au défi et nous, on se prêtera avec beaucoup de joie parce que, vous savez, c'est ensemble que nous apprenons. Je souhaiterais d'abord remercier tous les partenaires qui se sont réunis pour célébrer la langue française, la francophonie. En cette année assez particulière, une année où le 19e sommet de la francophonie se tiendra les 4 et 5 octobre en France, à Paris et à Villers-Cotterêts, sur le thème «
créer, innover et entreprendre en français. Je remercie l'association des professeurs de français qui ont su mobiliser 550 élèves de tous les niveaux, niveau primaire, collège et secondaire, pour ce concours de dictée junior. Pas seulement à Djibouti, mais aussi dans deux autres régions. Et grâce à cette forte mobilisation, nous avons ce soir ce beau public, mais aussi des gagnants qui ont des résultats exceptionnels à ces dictées. On a appelé la dictée dictée de la francophonie, et je voudrais aussi rappeler que les textes qui ont été proposés cette année pour la dictée étaient des textes rédigés par des auteurs francophones. Tous les textes étaient réunis autour du thème du sport, évidemment, Jeux olympiques obligent, mais aussi autour des valeurs de la francophonie. Et prenons la parole à son tour. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a souligné l'importance de la langue française dans le système éducatif djiboutien et a encouragé les étudiants à s'investir davantage dans l'apprentissage du français. On l'écoute. Je voudrais commencer tout d'abord par adresser mes remerciements à tous nos partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années et plus spécifiquement cette année aussi pour célébrer ensemble la francophonie. À Djibouti, nous célébrons la francophonie tous les jours. On la célèbre dans les écoles, on célèbre la francophonie dans nos classes, on célèbre la francophonie lorsqu'on travaille. Et tous les jours, donc, nous célébrons cette francophonie, notre appartenance à cet ensemble qui partage la langue française. Cette belle langue que tous nous aimons et nous défendons à travers le monde et qui promet aussi la diversité culturelle. Donc merci à l'ambassade de France, merci à l'OIF, merci aussi à tous nos écrivains qui partagent aussi avec nous leurs réflexions pour améliorer chaque jour et chaque année cette célébration. Je voudrais surtout aussi m'adresser aux enseignantes, aux enseignants et aux élèves ce soir. Ce soir, c'est vous que nous célébrons, parce que nous allons remettre des prix à 3 vainqueurs de chaque concours, mais je crois que ce n'est pas uniquement 3 vainqueurs pour chaque concours, tout le monde a gagné dans ces concours-là. Tous les élèves qui ont participé ont gagné à ces concours. Donc, je dirais que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est très ravi de voir cette année une richesse dans les activités que nous organisons ensemble. Dans une initiative marquant l'importance de la nature et de la biodiversité, les représentants d'associations, les femmes actives, la jeunesse et l'équipe championne de quartier 5 de la commune de Bel'Aos ont été le fer de lance hier d'une vaste campagne de plantation d'arbres devant le siège de l'annexe et à travers tout le quartier 5. Cette journée dédiée à la reforestation s'inscrit dans un projet ambitieux visant à sensibiliser la population locale à l'importance cruciale de la nature. En encourageant une participation active de la communauté, cette initiative aspire à promouvoir la préservation de l'environnement au sein de la commune. Les habitants de quartier 5 se sont résolument engagés à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la dégradation environnementale et la plantation d'arbres en est un exemple. Ces activités ont été menées avec une organisation et une planification exemplaires, incarnant ainsi l'esprit d'unité et d'action collective en faveur d'un avenir durable. Ce projet vise également à combattre les effets néfastes du changement climatique tout en améliorant la qualité de l'air et du sol. Il démontre que la préservation de notre planète est une responsabilité partagée par tous. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de Kat, la brigade de la douane du PK51 en collaboration étroite avec les gendarmes de la brigade routière de PK51 a intercepté une importante quantité de Kat illégale. Lors de cette opération, 150 paquets de Kat ont été saisis. Et conformément aux procédures en vigueur, la brigade de la douane a procédé à la destruction de cette marchandise. Cette opération a été supervisée par le chef de la brigade des douanes du PK51, Suleiman Hassan Jama.
Je vous le disais en titre, le procureur de la Cour pénale internationale requiert des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Compte tenu des preuves recueillies et examinées par mon bureau, j'ai de bonnes raisons de penser que la responsabilité pénale de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et de son ministre de la Défense est engagée pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine, dans la bande de Gaza, à compter du 8 octobre 2023 au moins. C'est ce qu'a déclaré le procureur dans un communiqué publié en ligne. Il rappelle en outre qu'Israël a organisé l'imposition d'un siège complet à Gaza en interdisant totalement l'accès aux 3 points de passage de la frontière de Rafah, Kerem Shalom et Erez à partir du 8 octobre 2023 et la fermeture des canalisations d'eau reliant Israël à Gaza. Aujourd'hui, nous réaffirmons qu'aucun État ne peut se soustraire aux normes prévues par le droit international et le droit des conflits armés. Aucun soldat, aucun commandant, aucun dirigeant civil, nul ne peut agir en toute impunité. Pour rappel, Israël poursuit son offensive meurtrière contre la bande de Gaza en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.